C'est quoi les 2-3 erreurs que tu vois le plus fréquemment en matière de gestion financière? Il y en a une qui est classique et qui est assez universelle, sous-estimer la trésorerie nécessaire et le besoin. J'ai vu des entreprises qui ont vraiment mis la fonction finance dans le cœur de leur process. Ce qui est important dans la restauration, c'est l'analyse des marges. Savoir où est-ce que je gagne de l'argent, où est-ce que j'en gagne pas. Ça, c'est important et c'est souvent délaissé dans la restauration. Il y a beaucoup de restaurateurs qui vendent à perte ou quasiment. C'est sûr, mais souvent, tu ne le sais pas. Et souvent, c'est pas fait exprès, c'est ça le problème. Tu peux pas porter tout seul le poids de la responsabilité de tes finances. Tu peux me dire les écueils qui t'exaspèrent, que tu vois encore beaucoup trop en 2025? C'est les personnes qui payent à réception de leurs factures. Aujourd'hui, tu peux programmer des paiements, donc autant faire ça. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Nerf de la Guerre, le podcast destiné à booster la gestion financière de votre entreprise. À chaque épisode, vous retrouverez, j'espère, un condensé de conseils hyper pratiques, hyper actionnables pour optimiser vos finances et prendre des décisions éclairées. Le Nerf de la Guerre, c'est un podcast qu'on a pensé pour les CEO et les CFO de PME en quête d'efficacité et dans lequel on essaiera d'évoquer ces sujets de gestion financière sans jargon et sans détour. Pour me présenter rapidement, je suis François Mingeot, cofondateur et CEO de Figure, une solution SaaS de pilotage financier pour les PME. Avant de monter Figure, j'ai toujours baigné dans le secteur de la finance et c'est pourquoi j'ai décidé de lancer ce podcast, Le Nerf de la Guerre, pour pouvoir partager au plus grand nombre toutes les conversations passionnantes que je peux avoir avec des CEO et des CFO sur leur sujet de gestion financière au quotidien. Avant de lancer l'épisode, comme d'habitude, je vous demande juste un tout petit service. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Un like, un commentaire, un partage, ça fait toujours plaisir et surtout ça nous aide énormément à faire connaître ce contenu qui est encore très jeune. Allez, sans plus attendre, j'accueille maintenant mon invité du jour, Jérémy Attuil, cofondateur et CEO de Libéo et également ex-restaurateur. Hello Jérémy. Bonjour François. Écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Ça faisait longtemps qu'on voulait faire cet épisode ensemble. Pour commencer assez classiquement, est-ce que tu peux tout simplement nous rappeler ton parcours? Bien sûr, merci de l'invitation. Déjà, je suis content d'être là. J'ai un parcours avec plusieurs phases, on va dire. J'ai commencé il y a très longtemps, il n'y a pas si longtemps que ça, je ne suis pas si vieux, mais au début de ma carrière, j'étais avocat en droit des affaires et M&A, fusion-acquisition. J'ai fait ça pendant à peu près 4 ans. Et ensuite, j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat. C'était en 2012, fin 2011-2012. Mais quelque chose de très terre-à-terre, très brick and mortar, comme disaient les Anglais, où j'ai ouvert un bar d'abord, un bar qui s'appelait L'Inconnu. Et pendant 6 ans, avec mes associés, on a lancé plusieurs concepts de restauration bar à Paris. Donc on a eu, après les bars, c'était plutôt des restos, de la restauration rapide. Donc on a monté un petit groupe de restauration qui avait plusieurs piliers. Comme je disais, le bar, mais aussi un food truck et plusieurs endroits. C'était très, très chouette. Et en 2018, virage, on avait envie de découvrir d'autres choses avec mes associés. Et avec 2 nouveaux associés, Pierre et Pierre-Antoine, on s'est lancé dans l'aventure Libéo. Et Libéo, depuis 6 ans, c'est un logiciel qui aide les TPE et les PME, qui aide les TPE et les PME à gérer leurs factures fournisseurs et leurs règlements. Ok, donc parcours assez atypique, hein, pas mal de phases assez différentes les unes des autres, avocat, restaurateur, puis entrepreneur dans la tech c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui, les sujets de gestion financière PME. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui vous a motivé, toi et tes associés, à faire ce switch, ce grand saut en l'occurrence dans ton cas à toi, de restaurateur à Libéo, parce que c'est quand même 2 métiers qui sont assez différents. Ouais, alors c'est très différent, mais il y a beaucoup de points communs. Déjà, gérer une entreprise, il y a des points communs, c'est assez universel. Il y a beaucoup de compétences transférables, la gestion opérationnelle, la gestion financière, la gestion du staff. Et ça, évidemment, c'est facile à répliquer que ce soit dans la restauration ou dans la gestion d'une boîte tech, même si c'est des profils qui peuvent être différents quand on parle du staff. L'envie de mon côté, elle a été... j'avais envie de résoudre des problèmes de plus grosse envergure, un peu des problèmes systémiques que j'avais rencontrés en étant restaurateur et en ayant un petit groupe de restauration. Donc on a connu avec mes associés à l'époque
plein de problématiques et il y avait très peu d'outils à cette époque. C'était le début du SaaS, le début des SaaS type PayFit, etc., qui commençaient à se lancer. Qu'on était en 2018, hein, c'est ça? Non, ça c'est quand on a lancé Libéo, donc c'est 2012 les restos. Oui. Okay. Donc là, c'était vraiment très early. Ouais. PayFit, j'étais avec les restos, leur bêta-testeur de leur solution. Okay. Et donc, c'est arrivé progressivement par vertical. PayFit pour la paie, on utilisait Scalo pour la gestion des plannings, etc. Mais il y avait vraiment très peu de choses, voire rien, sur la gestion financière et la gestion des paiements des factures fournisseurs. Or, chez nous, c'était une problématique énorme. On reçoit beaucoup de factures dans la restauration, dans beaucoup de domaines, mais c'est un secteur où il y a énormément d'articles et énormément de commandes. Donc ces articles, il faut déjà contrôler que la facture est bonne par rapport au bon de commande, mais aussi ensuite la payer potentiellement. Mais avant de la payer, je veux savoir s'il faut la payer. Donc je dois communiquer avec mes équipes, ensuite je dois la payer à la bonne date ou pas. Parfois je suis en retard, parfois je suis en avance. Mais c'est toute une série de factures qu'il faut payer avec des outils qui sont pas du tout adaptés à la rapidité dont on a commencé déjà à avoir l'habitude dans notre quotidien de consommateurs. C'est-à-dire qu'on avait des applications mobiles non professionnelles qui nous permettaient d'être ultra rapides, ultra efficaces. Je pense à Lydia, mais plein d'autres. Et on voulait la même expérience. Or, ça n'existait pas. Tu rentrais dans ton interface bancaire, tu avais 1 million de codes à mettre, tu retrouvais ta facture en papier, tu les saisissais sur un Excel, etc. Donc beaucoup de perte de temps et c'est un peu cette problématique qu'on a voulu résoudre avec mes associés. Ok, hyper clair. Est-ce que tu peux nous décrire encore un peu plus dans le détail justement qui se chargeait de ça dans tes restos? Est-ce que c'était toi? Est-ce que c'était toi plus d'autres personnes de l'équipe? Et concrètement, comment vous faisiez en fait? Parce que du coup, tu le disais, vous n'aviez pas d'outils et donc c'était, j'imagine, simplement l'interface bancaire ou les interfaces bancaires et peut-être un amoncellement de fichiers Excel en tout genre. C'est exactement ça. C'était l'interface bancaire, des Excel, éventuellement des emails pour communiquer aux équipes, savoir à quoi correspondait une facture, est-ce que la commande a été bien reçue ou retrouver le bon de commande sur papier, etc. Du SMS, donc beaucoup d'outils, mais pas d'outils qui étaient spécifiquement designés pour répondre à cette problématique. Et pour ce qui est de qui le faisait, c'était principalement moi. Et je communiquais avec les différentes personnes dont j'avais besoin. Donc je pouvais parler avec un cuisinier qui avait fait la commande ou avec un responsable de restaurant qui avait reçu la commande, mon associé. Enfin, c'était ultra éclaté. Mais c'est moi qui m'occupais de payer les factures, donc in fine de faire toutes les étapes aussi en amont. Ouais, de toute façon, vu la configuration où il fallait pouvoir échanger avec tout le monde, il y avait quasiment que le dirigeant lui-même qui pouvait le faire, parce qu'il fallait avoir cette vision omnisciente du groupe. Exactement. La donnée, comme elle n'est pas dans un outil, elle est ultra éclatée. Et il y a peu de personnes qui peuvent avoir, et ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de rôle. Et il y a peu de personnes qui l'ont quand tu ne peux pas accéder à cette donnée, qui peuvent avoir cette vision. Donc effectivement, c'est très dur à déléguer aussi. Ok, ouais, super intéressant. Et je pense qu'on va creuser à fond ces sujets-là. C'est l'objectif d'aujourd'hui, de s'appuyer sur ta double casquette d'ex-entrepreneur et maintenant de spécialiste gestion financière B2B. Ce que j'ai envie de faire, c'est dès maintenant de rentrer un peu dans le détail de justement ces problématiques, ces enjeux de gestion financière en B2B. Concrètement, première question assez générale, tu dirais que toi, quand tu débarques dans une entreprise, une PME, c'est quoi les erreurs, les 2-3 erreurs que tu vois le plus fréquemment en matière de gestion financière? Il y en a une qui est classique et qui est assez universelle, et je la mettrais en premier, c'est sous-estimer la trésorerie nécessaire et le besoin. Parce qu'il y a une erreur traditionnelle qui est de confondre la rentabilité et les liquidités. Donc je suis rentable potentiellement, je vends plus que je n'achète, pour simplifier. Mais en fait, je n'ai pas vraiment pris en compte que j'avais des dépenses qui sont en dehors de
cette partie de ton PNL. Tu as aussi un emprunt bancaire. Et cet emprunt bancaire, tu n'as pas très bien calculé le niveau de cash que tu avais besoin de dégager avec ton entreprise en plus de tes profits. Et donc, tu te retrouves parfois dans des situations où tu penses faire du bon boulot parce que intuitivement, tu te dis, je vends plus que j'achète. Donc, que j'achète et avec mes coûts fixes, évidemment, avec les salariés. Je fais un profit mensuellement, annuellement, peu importe comment tu le calcules. Finalement, je cours après le cash. Et ça, je connais très bien parce que ça m'est arrivé à moi et mes associés dans un des restos. Celui-là, il n'a pas très bien marché. Il s'appelait Galina. C'est un resto qui était sur le canal Saint-Martin. Et en fait, on a sous-estimé les remboursements de cash des travaux du prêt qui avait permis de financer les travaux. En fait, on a couru pendant plusieurs mois pour essayer de catch-up ce cash parce qu'en fait, la boîte fonctionnait, c'est-à-dire que le restaurant était plein, il n'y avait pas de problème structurel de qualité, de remplissage, de prix, c'est-à-dire que ça correspondait à ce qu'on voulait faire, mais il n'y avait pas suffisamment de cash généré pour rembourser les prêts au point où à un moment on était trop derrière, on a dû vendre ce restaurant alors que c'était un restaurant qui fonctionnait. Donc je connais très bien cette erreur et je la vois de façon très très fréquente, les gens qui n'anticipent pas bien leur trésorerie. Pardon, je te coupe, mais du coup concrètement, si on avait une machine à remonter le temps et que tu te retrouvais à nouveau chez Galina dans cette situation, qu'est-ce que tu ferais différemment ? Quels conseils tu pourrais donner à ceux qui sont aujourd'hui dans cette situation-là ? Notre erreur, ça a été de préparer l'ouverture sur la base d'un PNL et donc de regarder principalement la rentabilité de l'endroit et de tout construire autour de ça, mais sans prendre en compte les lignes qui sont en dessous de l'EBITDA. Et donc, on n'a pas fait spécifiquement, d'un point de vue financier, une analyse de nos flux de trésorerie. Donc déjà, si on avait pris du temps pour regarder ce dont on avait besoin, on aurait peut-être vu qu'il y avait soit une impasse, soit qu'il fallait faire les choses autrement, première chose. Et peut-être qu'on ne savait pas le faire aussi à l'époque, peut-être qu'on n'avait pas le recul nécessaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est cool d'avoir tous ces outils qui te permettent de t'aider dans la création de ce type de vision, document ou de l'aide externe d'ailleurs. Donc ça, c'est une des premières choses, c'est essayer si je le refaisais, je ferais beaucoup plus attention à l'anticipation des flux de trésorerie et non pas de la rentabilité de ton entreprise. Voilà. L'autre point, et ça c'est une erreur aussi qui est souvent fréquente, je dirais que c'est la deuxième erreur que je vois souvent, c'est de pas faire de clôture régulière de tes finances. Souvent, beaucoup d'entreprises, même des très grosses, peut te dire, font attendre leur bilan annuel pour savoir s'ils ont gagné ou perdu de l'argent, ou s'ils ont du cash ou pas de cash. Enfin, s'ils ont pas de cash, ils le savent à un moment dans l'année en général. Mais s'ils sont rentables ou pas, c'est genre un peu la surprise du bilan si tu le fais avec ton comptable, il te dit bon, vous avez fait 100 000 euros de résultat ou 5 000 euros. Et du coup, tu pilotes pas du tout ton entreprise en temps réel. Et tu pilotes pas du tout. Tu ne peux pas prendre de décisions utiles qui te permettent d'améliorer ta rentabilité, améliorer ta performance financière. Je me permets de vous interrompre quelques petites secondes dans votre écoute. Si ce podcast existe, c'est grâce à Figure qui le produit. On a créé Figure en 2020 pour simplifier et automatiser la gestion de trésorerie des PME. Que vous soyez dirigeant ou financier, Figure devrait vous intéresser. En quelques mots, on vous permet de synchroniser en temps réel vos flux bancaires et comptables, de les catégoriser automatiquement et d'anticiper les flux futurs grâce au prévisionnel intégré. Alors je sais que vous adorez Excel, et moi aussi, mais sur un sujet comme la trésor, très honnêtement, Figure va bien plus loin et vous fait gagner un temps fou. Si vous voulez voir comment Figure pourrait vous aider plus précisément, je vous mets dans la description 2 liens. Un lien pour prendre rendez-vous avec moi, ou si vous préférez découvrir Figure de votre côté, le lien vers une vidéo démo complète. Allez, je vous dérange pas plus longtemps et on reprend cet échange super intéressant. Ouais, ok. Je reviens sur l'élément précédent que tu mentionnais, la
le fait qu'il y a certains éléments hyper impactants d'un point de vue cash qui ne sont pas pris en compte dans ce qu'on appelle le PNL, le compte de résultat comptable. C'est un point, je reviens là-dessus parce que c'est hyper important. Il y a énormément de dirigeants qui, je pense, ne l'ont pas en tête. En fait, le compte de résultat comptable prend en compte les flux dits d'exploitation. C'est l'exploitation de l'entreprise. Donc, c'est les ventes, le chiffre d'affaires, moins les charges opérationnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme tu l'expliquais très bien, il y a un certain nombre de flux, et notamment de flux liés au financement de l'entreprise. Donc, que vous touchiez un financement d'une dette, par exemple, bancaire de 100 000 euros, que vous remboursiez cette dette de, j'en sais rien, mettons 10 000 euros tous les mois. En fait, ces flux-là, ils n'apparaissent pas dans le compte de résultat comptable, à l'exception des intérêts. Et évidemment, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que l'emprunt, il faut le rembourser. Concrètement, il y a deux manières de le faire. C'est soit en complément dans votre business plan. Quand on fait un compte de résultat prévisionnel, il faut repartir de l'EBITDA ou du résultat net, qui sont les dernières lignes du compte de résultat, pour reconstituer ce qu'on appelle un tableau de flux de trésorerie qui va permettre de calculer la différence entre une position de trésorerie début de période et une position de trésorerie fin de période en réincluant ces éléments-là. Ou alors, il faut travailler directement sur une vision complète, c'est-à-dire je ne vais pas appeler ça un compte de résultat cash, mais on pourrait presque l'appeler comme ça. En tout cas, un tableau de flux de trésorerie qui va prendre en compte les encaissements et tous les décaissements, charges opérationnelles, mais d'un point de vue purement cash, donc avec une vision toutes taxes comprises, etc. Et qui, du coup, va mécaniquement englober les flux de financement. En tout cas, pour une PME, aujourd'hui, les deux méthodes qu'on voit pour ne pas oublier de prendre en compte ces éléments-là. Parce que dans les éléments, dans les tableaux comptables classiques qu'on va considérer, c'est-à-dire le compte de résultat et le bilan, qui sont les deux éléments clés d'une liasse fiscale, en tout cas dans le compte de résultat, on ne va pas voir apparaître ces notions de dette, et dans le bilan, on va les voir apparaître, mais sur une vision stock, c'est-à-dire une photo à un instant T de là où on en est. Exactement. Et moi, j'étais avocat, j'étais pas financier, et du coup, j'avais pas ces bonnes explications à l'époque, et du coup, on a planté une boîte. Est-ce que si c'était à refaire, bon, maintenant tu as toute cette culture que tu as acquise depuis, mais est-ce que tu penses que c'était une erreur de ne pas passer par un DAF externalisé? Je ne sais pas si le modèle existait d'ailleurs à l'époque, il y en a pas mal aujourd'hui. Je pense que je me suis pas posé la question, mais je suis pas sûr qu'il y avait autant d'options qu'aujourd'hui. Ouais. C'est un modèle qui a pas mal émergé. Ouais, c'était il y a 15 ans environ. Et il y a 15 ans, je suis sûr qu'il devait en avoir, mais le modèle n'était pas aussi structuré qu'aujourd'hui. C'était sans doute moins accessible ou plus dur de trouver. Et aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Et franchement, on n'a pas eu ce réflexe, et je ne suis pas sûr qu'on aurait pu. Mais si tu me dis, est-ce que tu aurais dû le faire, je peux que te dire oui. Ok, donc confusion entre trésorerie et rentabilité. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs que tu constates fréquemment chez les PME en matière de gestion financière? Pour une certaine taille de boîte, je suis aussi souvent étonné de voir le manque d'organisation financière ou comptable, mais à quel point il y a très peu d'outils, très peu de process, et qui vont avoir des impacts assez importants sur la gestion de ton cash, sur tes relations fournisseurs, sur ta trésor. Souvent, on paye quand on reçoit une facture, on attend une relance de temps en temps, on oublie qu'on a des factures souffrantes et qu'on doit se les faire payer. Et donc, une absence de process et d'outillage, toujours aujourd'hui en 2025, elle me frappe. Et je trouve que un paiement organisé de ses fournisseurs à bonne date, des relances bien faites qui permettent d'être payés en temps et en heure, permettrait de résoudre
un nombre de problèmes de trésorerie qui est, à mon avis, massif. Ouais, on va en parler après. Je pense qu'il y a, dans le fond, un manque de culture financière encore dans les PME qui est à l'origine de tout ça. On va en parler. Et je pense que, d'ailleurs, j'en parlais avec un invité sur le podcast précédemment, mais il y a ce sentiment, je pense, de beaucoup de dirigeants de PME que la fonction finance est un centre de coût parce que, en fait, on est encore une petite boîte, on est en développement et donc ce qu'on priorise, c'est les ventes, la pure gestion opérationnelle. Et en fait, optimiser sa fonction finance, on n'en voit pas forcément le bénéfice, alors que, comme tu le dis, tu as cité plein d'exemples. On en souffre au quotidien sur plein de points de friction. Et en fait, je pense que dans la tête de beaucoup de dirigeants, c'est des choses qui, en fait, sont des process de grosses boîtes et qui ne peuvent pas être réglés simplement pour des petites boîtes. Et moi, mon sentiment, je ne sais pas si tu as le même, mais c'est que les dirigeants ont ce sentiment-là aujourd'hui parce que il y a encore 10-15 ans, les outils n'existaient pas et donc le seul moyen de le faire, c'était effectivement d'embaucher des gens, de mettre en place une équipe finance qui, évidemment, n'est pas forcément le recrutement qu'on a envie de prioriser quand on est une boîte de 10-15 personnes, par exemple. Alors qu'aujourd'hui, en fait, il y a des outils qui permettent d'optimiser les choses. Et évidemment, toi comme moi, on est bien placé pour le savoir. Ouais, je suis complètement d'accord. Il y a une sorte de réflexe dans notre culture qui fait croire que ça va nous coûter de l'argent alors que globalement, on gagne de l'argent, je pense, en optimisant sa fonction financière. C'est évident. On fait des économies, on optimise sa trésorerie et on limite drastiquement les risques d'impasse. C'est une certitude. On va en parler juste après. On va rentrer dans le détail de la gestion du poste fournisseur et du poste client qui sont l'une de vos spécialités, enfin, c'est pas votre spécialité chez Libéo, et qui sont évidemment, de manière très concrète, des points sur lesquels, quand on les optimise, on ramène du cash à la maison, sur les comptes de la boîte. Et c'est d'autant plus de flexibilité qu'on a opérationnellement pour entreprendre de nouveaux projets plus rapidement. Parce que, évidemment, c'est toujours plus confortable d'avoir le cash sur ses comptes plutôt que sur le compte de ses fournisseurs ou de ses clients. Est-ce que, à l'inverse, il y a des boîtes qui t'ont impressionné par leur gestion financière, les process qu'ils ont mis en place où tout était optimisé aux petits oignons? Et si oui, concrètement, qu'est-ce qu'elles faisaient de spécial, ces boîtes-là? Il y en a de plus en plus des boîtes qui, aujourd'hui, ont pris ce virage de l'optimisation financière. Même si on disait le contraire, qu'il n'y a pas cette culture, il y a quand même une forte transformation sur ce point. Et donc, tu te retrouves des jeunes DAF, des jeunes dirigeants, ou moins jeunes d'ailleurs, qui se disent « c'est un enjeu prioritaire chez moi et ça va me permettre de mieux me développer ». Et donc, j'ai vu effectivement des entreprises de toute taille d'ailleurs, soit des restos de 1 à 10 entités, soit des groupes de cliniques de 50 cliniques qui ont vraiment mis la fonction finance dans le cœur de leur process. Alors que initialement, c'est pas des gens qui viennent de milieux financiers, mais ils ont compris ce switch, ils ont compris qu'ils avaient besoin de s'équiper avec les outils. Et, ce groupe de cliniques, par exemple, c'est, je pense 40 à 50 cliniques en France, des cliniques dentaires pour être précis. Les dirigeants sont des chirurgiens dentistes, donc c'est pas des gens qui ont fait des écoles de commerce ou qui ont été train sur la finance, mais ils ont automatisé leur process financier d'un point de vue, de mon point de vue, c'est spectaculaire. Ils ont les bons outils, ils les ont fait parler entre eux, ils ont pris des DAF externes, ensuite comme ils sont devenus gros, ils ont pris un DAF en interne. Donc ouais, j'ai quelques exemples assez impressionnants. Et les choses qu'ils mettent en place, c'est l'équipement par outil,
le staffing avec des gens compétents. Et quand on est trop petit, on passe par des externes. Aujourd'hui, on a la capacité, parce qu'il y a beaucoup d'offres de freelance ou de boîtes de CFO externes ou des experts comptables qui vont répondre à ton besoin de façon précise. Si tu as besoin d'une journée par mois, tu payes une journée par mois. Et si tu en as besoin pendant 4 mois, tu payes pendant 4 mois à mi-temps. Et donc, l'équipement, le staffing et les reporting. Les reporting, savoir mettre les bons KPI qui vont être nécessaires pour suivre ton business et son évolution. Ouais, complètement. Je suis d'accord avec toi. Et alors, je connais pas le client dont tu parles, mais j'imagine que s'ils n'avaient pas mis la fonction finance au centre de leur process, comme tu as l'air de le dire, ils n'en seraient pas là où ils en sont aujourd'hui. Carrément. Et je te dis, ce mindset leur a même permis ensuite d'avoir des investisseurs. Je ne sais pas quel est le modèle, j'ai pas les détails, mais sous format LBO, etc. Donc, le fait d'avoir structuré cette fonction finance leur a permis de se développer, et leur développement et leur structure leur a permis aussi d'attirer des investisseurs externes et de continuer ce développement. C'est une boucle vertueuse, si tu veux. C'est très rassurant quand tu es un externe de voir que tu as pris soin de tes finances et que tu peux le présenter et le reporter de façon très facile. Ça fait peur si tu es un externe et qu'on te voit et on te demande un chiffre et tu dis attends, j'ai pas ce reporting et je te le fais dans un mois, et tu sens que la personne est en galère, ça va pas te rassurer. Donc ça montre de la maîtrise aussi, et c'est très rassurant avec tes différents interlocuteurs. Toi, si demain tu devais changer de poste et être parachuté DAF d'un groupe un peu comme ça, comme tu le décris, mais qui auparavant n'a rien fait pour prendre soin de sa fonction finance. Donc, mettons, tu arrives dans un groupe de 10 restaurants, par exemple, qui est bien structuré d'un point de vue juridique, mais sur lequel les dirigeants n'ont jamais pris le temps de structurer la fonction finance. Concrètement, ton plan d'action sur les 12 premiers mois, ce serait quoi ? Ce serait quoi les 3-4 gros sujets sur lesquels il ne faudrait pas se planter ? Alors, en premier lieu, je pense que ce qui est important dans la restauration, parce que c'est un métier de marge, c'est l'analyse des marges. Donc, le focus de ce serait peut-être un audit de tes marges par restaurant, comprendre tes prix, tes achats, leur évolution, et savoir où est-ce que je gagne de l'argent, où est-ce que j'en gagne pas. Ça, c'est important, et c'est souvent délaissé dans la restauration. Parce qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui, sur certains, j'ai dit n'importe quoi, certains plats, certains menus vendent à perte ou quasiment. C'est sûr, c'est sûr. Et ça peut éventuellement fonctionner quand c'est décidé comme ça et que c'est stratégiquement, tu dis je vends un peu moins cher. Les produits d'appel. Je sais pas si c'est en perte ou pas, mais les produits d'appel, ça tu peux. Mais souvent, tu ne le sais pas. Souvent c'est pas fait exprès. Bon, c'est ça, ok, j'achète ce produit, j'achète ces produits. Ce plat dans les autres restos, il va à peu près ça, et je le vends ça. Et tu te rends compte trop tard. Donc, c'est important d'adapter, je pense, de comprendre ses marges et les analyser. Et éventuellement, ensuite, de changer ton pricing. Mais déjà, comprendre tes coûts d'achat. Sur la partie financière, je pense que ce qui est important aussi, c'est de cartographier tes flux financiers. Si tu as plusieurs entités, tu as sans doute plusieurs comptes bancaires. Tu as sans doute plusieurs comptes bancaires que tu utilises pour payer, et plusieurs comptes bancaires, un par resto ou plusieurs, je ne sais pas, ça dépend des... Mais en général, tu as au moins un compte par restaurant, et tu vas recevoir des flux. Et en fait, ce qui peut arriver souvent quand tu analyses ton cash, c'est d'oublier, c'est très très con, hein, mais parfois tu oublies un compte bancaire, tu n'as pas bien centralisé, ou tu as accès qu'à un certain compte bancaire, l'autre il est galère d'accéder parce qu'il te faut une petite calculette, et du coup tu sais plus combien tu as, et tu crois que tu as de l'argent dessus, mais en fait tu as eu 12 échéances que tu n'as pas anticipées. Donc bien comprendre tes flux financiers et où ils sortent, d'où ils sortent et où est-ce qu'ils viennent, ça c'est très important, et savoir
évidemment, comment les utiliser. Ça, je pense que c'est les 2 premières actions importantes, parce que ça va structurer un peu le reste, un peu les fondations. Après, je pense c'est là, une fois que tu as cette vision, que tu vas vouloir, tu vas te dire quoi? Tu vas dire, maintenant que j'ai ça, je veux piloter pour optimiser. Donc, tu veux implémenter des outils qui vont te permettre de piloter efficacement ton business. Outils, je ne parle même pas d'outils type SaaS, etc. Pour le moment, c'est juste te dire qu'est-ce que je veux suivre. On en parlait tout à l'heure. Quels sont les indicateurs clés, quels sont les KPI qui vont te permettre de mesurer la santé financière et l'évolution financière de ton entreprise. Déjà, tes dépenses, combien tu dépenses, ton cash burn, si tu es une start-up, ton EBITDA, et si possible par établissement. Par établissement, voir si tu es gros, tu peux même faire des sous-catégories en fonction. Si tu as un bar et un resto dans ton restaurant, ben, tu vas analyser la performance financière de chacun et avoir des KPI pour chacun. Ou si tu es dans un autre secteur, si tu n'es pas dans la restauration, je m'écarte de cet exemple concret, mais tu peux mesurer par projet, évidemment, ta performance financière. Donc la deuxième étape, après cet audit, c'est de dire qu'est-ce que je veux suivre et comment je le mesure. Parce qu'il ne suffit pas de dire je veux mesurer mon EBITDA. Ah bah voilà, il faut savoir comment tu le sors. Donc c'est là où il va potentiellement, tu vas avoir besoin soit d'aide externe parce que tu ne sais pas le faire ou tu n'as pas le temps, ou soit d'outils qui vont te permettre de centraliser de la donnée, de te la ressortir et de te la restituer régulièrement. Je pense que ça, c'est très important et ça, c'est la deuxième étape, à mon avis, qui est nécessaire. Et ça va te permettre ensuite, je pense, d'avoir une entreprise que tu vas pouvoir faire croître de façon saine financièrement, ou si tu as des problèmes financiers, de les identifier vite, et si tu es un bon manager, si tu es un bon entrepreneur, ben de pouvoir remédier aux problèmes potentiels. Je dépense beaucoup trop en huile d'olive parce qu'il y a eu un x3 à cause de l'inflation, et x3, je pense que c'est pas exagéré, je pense que c'est plus. Il y a eu beaucoup de problèmes d'inflation dans la restauration. Si tu le suis pas, ben en fait, tu le sais pas parce que tu le subis. Tous les mois, tu vas payer. Tu dis, au bout d'un an, tu dis pourquoi mes factures de consommables ou de X ou Y, elles ont triplé ou quadruplé. Voilà. Et à la fin de l'année, tu as un résultat négatif et tu as potentiellement des problèmes de cash. Et donc la troisième étape, parce que tu ne veux pas être le seul à te soucier de ces problématiques et à comprendre ces problématiques en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant ou en tant que CFO. Tu veux former tes managers pour créer une vraie culture financière autour de ton entreprise. Ça ne veut pas dire former 1000 CFO ou 100 CFO et que tout le monde doit connaître ce qu'est un P&L et comment ça fonctionne, mais tu veux que chacun comprenne les KPIs et les indicateurs clés en français, pourquoi on les suit, qu'est-ce qu'ils veulent dire, quels sont les leviers qui vont les faire bouger dans un sens ou dans un autre, parce que ça va permettre à tous collectivement de faire progresser la performance, encore une fois, de la boîte. Et ça, c'est important. Tu ne peux pas porter tout seul le poids de la responsabilité de tes finances, parce que ça ne marche pas. Même si tu as envie, même si tu as les épaules très fortes, en fait, si tu veux créer quelque chose de durable, il faut que tout le monde t'aide il faut que tout le monde soit responsable et tout le monde se responsabilise pour aider les entrepreneurs, les dirigeants à faire de cette boîte un succès. Ouais, complètement. Ça, c'est un conseil qui est revenu de manière quasi systématique dans ce podcast sur tous les profils de DAF que j'ai pu interviewer. C'est il faut s'intéresser à ce que fait chacun dans la boîte et à l'inverse intéresser chacun à la fonction finance, parce que le CFO n'est pas le seul responsable de l'EBITDA, loin de là. Chacun à son échelle a un impact sur les différentes composantes de l'EBITDA, grosso modo, pour la faire simple, les ventes et les coûts, et également sur la trésorerie, l'impact cash et comment on peut optimiser tout ça.
J'ai envie de parler de ça maintenant, plus en détail, et notamment de votre spécialité chez Libéo, qui est la gestion du poste fournisseur. Est-ce que, très simplement, tu peux me dire les aberrations, le mot est peut-être un peu fort, mais les écueils qui t'exaspèrent, que tu vois encore beaucoup trop en 2025 aujourd'hui, en matière de gestion du poste fournisseur, et que tu aimerais gommer d'un coup d'un seul si tu avais une baguette magique? Bon, un- une réponse très simple et d'actualité aujourd'hui, parce qu'on le sait tous, cash is king, c'est les personnes qui payent à réception de leur facture. C'est bien, surtout pour la personne qui a émis la facture, mais il a potentiellement, entre guillemets, gratuitement, un délai de paiement. Parce que souvent, dans le B2B, je pense que les gens qui regardent ce podcast le savent, mais tu as un délai à 30 jours, à 15 jours, à 30 jours fin de mois, etc. etc. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais quand tu n'es pas organisé et quand tu as un certain niveau de conscience financière et que tu n'es pas quelqu'un qui veut filouter en payant toujours en retard en attendant une relance, ben, tu te dis, je ne veux pas oublier, j'ai reçu la facture, je paye. Et en fait, tu avais 45 jours. Et en fait, cette personne, je connais des cas comme ça, elle paye tout de suite. À un moment, elle a oublié qu'elle avait son rattrapage URSSAF le 15. En fait, elle avait vu sa trésor. Je dis un exemple. Je suis à 100 000, je peux payer. C'est 10 factures à 8 000. Il me restera 20 000. C'est pas grave. Entre payer maintenant et dans un mois, de toute façon, je vais devoir les payer. Autant le faire maintenant. Bah, en fait, il le fait maintenant, mais hop, il a oublié son échéance bancaire ou son prélèvement URSSAF ou ses cotisations. Peu importe, parce que vous savez bien que les cotisations et l'URSSAF ou les retraites, c'est des prélèvements, ça arrive le 15 ou par trimestre, et souvent ça s'oublie, et bam, pas de trésor, le mec qui appelle, des intérêts de retard, majoration de retard, je fais une demande, perte de temps, perte d'argent, enfin voilà. Donc la première erreur, c'est de pas avoir le bon outil, et je comprends pourquoi, parce que c'est chiant de faire des paiements sur son interface bancaire. Et de payer en avance parce que tu ne veux pas oublier, parce que tu veux le faire au moment où tu le reçois. Et aujourd'hui, tu peux programmer des paiements. Donc, autant faire ça. Tu peux, si tu ne veux pas oublier, tu le fais et tu le payes. Voilà, je fais de la pub, mais sur Libéo, je ne veux pas parler trop de Libéo, mais sur Libéo, tu mets ta facture. Dès que tu la traites, tu dis je la paierai. Et la date d'échéance a été reconnue. Et c'est payé. C'est la recommandation que vous faites sur Libéo, c'est de la payer pile à la date d'échéance. De la payer pile à la date d'échéance, et tu optimises ta trésor et tu gardes des relations saines avec tes fournisseurs. Parce que tu as aussi la personne, j'en parlais tout à l'heure, et ça aussi j'en connais, les gens qui sont des spécialistes de je paye pas jusqu'à ce qu'on me relance. Et ça, à un moment, ça craque parce que le fournisseur, il va être vénère, il va plus vouloir te servir, il va dire va chercher ailleurs, et alors que toi, tu travaillais bien avec lui. Donc, je pense que ça, c'est une erreur commune. Et après, si je mettais une deuxième erreur, c'est parfois le manque de communication. Parce qu'une facture, c'est un papier, donc c'est assez statique. Mais en fait, la facture, elle a une vie, elle a un bon de commande. Il y a quelqu'un d'autre qui la connaît. Et donc, si tu ne parles pas, tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu vas te dire, je paye, j'ai reçu une facture. Et ça aussi, on le voit. C'est des gens qui reçoivent aujourd'hui des factures. Et arnaque au président, où il y a plein de termes pour appeler ça. Facture, c'est le nom de la société, ça ressemble à quelque chose que je pourrais commander. Je suis un restaurant, des tomates, je suis une entreprise, une dépense marketing. Et en fait, moi, je suis celui qui paye. J'ai pas connaissance, j'ai pas de process pour demander l'approbation au préalable. Je paye. Et jusqu'à ce que on se rende compte que cette société, en fait, elle n'a jamais fait de service pour nous, et qu'en fait j'ai payé au Portugal, et ensuite l'argent est parti ailleurs et c'est impossible de le récupérer. Donc communication, process de circulation de la facture, parce qu'une facture c'est un document mais avec plein de documents derrière ou d'éléments qui la justifient, et pour moi c'est organisation du paiement au bon moment. Pour l'optimisation de ta trésor. J'ai un exemple qui m'est venu en tête quand tu donnais ta réponse, qui est j'ai vu plusieurs fois des équipes
qui recevaient des factures et en fait où soit elles n'étaient pas payées, pas par mauvaise foi, mais parce qu'en fait chacun dans l'équipe pensait que la facture allait être payée par un autre, soit plusieurs associés, soit j'en sais rien, un fondateur et son directeur marketing qui pensent tous les deux que l'agence marketing va être payée par l'autre. Et ça, pareil, c'est des process qui souvent sont mal définis, sont pas clairs et qui créent de la friction un peu inutilement parce que, bon, une fois, c'est toujours facile à dire, mais il suffit de dire les choses, mettre en place les choses une bonne fois pour toutes et derrière, ça roule, chacun sait ce qu'il a à faire, quoi. Ouais, exactement. Et tu as un autre enjeu, peut-être que les gens parfois communiquent pas bien ou ne le font pas, mettent pas les bons process en impliquant suffisamment de monde parce qu'il y a un enjeu de sécurité dans le paiement. Et donc tu te dis, s'il n'y a qu'une personne qui paye ou a fortiori si c'est que moi qui paye, je pourrais pas faire d'erreur. En tout cas, personne pourra faire d'erreur. J'aurais personne à qui reprocher une erreur. Et donc, tu as plutôt cette tendance naturelle à vouloir tout faire tout seul. Parce que tu dis, si je donne le droit à machin, qu'est-ce qui me dit que, comme l'histoire qu'on m'a racontée, il va avoir X milliers d'euros détournés. On va pas parler de l'affaire, c'est quoi, Tati, Kiabi ou je sais pas quoi. Oui, le détournement d'argent. Ouais. Mais oui, c'est sûr qu'il y a cet enjeu. Mais ça, encore une fois, la technologie aujourd'hui, les outils permettent d'avoir suffisamment de granularité dans les droits pour contrôler en fonction du besoin de chacun. Je veux que 2 personnes payent, je veux que ce soit que moi qui paye, je veux qu'une personne valide, je veux qu'une personne puisse juste regarder. Je veux mettre voilà, je fais ce que je veux aujourd'hui. Donc je garde le contrôle que j'ai l'habitude d'avoir, mais je distribue autour de moi la capacité de builder sur la facture les informations dont j'ai besoin pour pouvoir la payer. Ouais. Deuxième gros élément qui a évidemment un impact important sur la trésor, c'est le poste client. Comment je gère les factures que moi j'envoie à mes clients. J'ai un peu la même question, c'est quoi les gros écueils que tu constates trop souvent encore aujourd'hui ? Je vais pas faire une révélation qui va choquer les personnes de ce podcast. Non, mais le point évident, c'est parfois ne pas organiser la relance parce que je vais juste envoyer une facture et je m'arrête là et j'attends qu'elle soit payée jusqu'à ce que potentiellement mon comptable me dise « Tiens, pourquoi ces factures ne sont pas payées ?» Et du coup, je vais le relancer. Et entre ce moment où je l'ai envoyé, il y a eu et le moment où on m'informe que la facture n'est pas payée et le moment où je vais le relancer une autre fois, il peut avoir 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et ça c'est très dangereux parce que c'est de la trésor que tu n'as pas qui peut te manquer pour autre chose. C'est potentiellement un client qui ne peut plus te payer pour X ou Y raison parce que voilà, il peut avoir par exemple une faillite d'entreprise, tu vois, entre le moment où il pouvait payer et le moment où tu lui redemandes, il n'est plus là. Donc ça, c'est important et c'est très simple. C'est quand j'envoie, j'ai un process qui me permet de relancer automatiquement les factures. Et ça, il y a des outils pour ça qui peuvent te faire des relances automatiques, qui te permettent dans la relance d'avoir des liens de paiement et ça facilite énormément les choses. Quand on a 3 ou quand on a 4, ça va, tu peux le faire à la main. Tu peux te dire, OK, moi c'est important, ces 4 factures à 10 000 €, elles font mon année. Là, t'inquiète, la personne ne va pas oublier. Mais quand on a beaucoup et qu'il y en a 9 sur 10 qui sont payés, c'est là où ça devient important. Ouais. Parce que quand on a 9 sur 10 et que tu as des paiements récurrents, tu vois moins celles qui manquent. Donc, donc la relance, c'est quand même important pour moi et c'est quand même le point principal. Après, si on veut du détail, moi j'éviterais aujourd'hui de mettre des conditions de règlement trop longues. Alors voilà, c'est simple, mais je pense un 30 jours, c'est la durée qui me paraît faire en B2B parce que
Et plus ta boîte est petite et plus tu as besoin de cash, plus tu peux demander même un règlement immédiat. Les gens comprennent ça aujourd'hui. Oui. Donc, ouais, je pense que c'est un point hyper important que tu mentionnes. Je ne veux pas non plus enfoncer une porte ouverte, mais il y a beaucoup de dirigeants qui aujourd'hui sont un peu gênés de devoir demander, relancer leurs clients sur le paiement. Je pense qu'on peut clarifier une chose une bonne fois pour toutes. Il n'y a pas de gêne du tout à avoir. Au contraire, c'est normal. Il y a une prestation qui a été faite, qui a été facturée. Elle doit être payée. Et en fait, on l'a évoqué avant, mais il y a en général sur les mauvais payeurs, je pense 2 catégories, grosso modo. Il y a les têtes en l'air et les filous. Sur les filous qui, je pense, sont ceux qui, comme tu disais tout à l'heure, attendent la relance de la facture pour la payer. En fait, si on réfléchit, c'est que si on les relance pas, a priori, ils vont pas payer. Donc, il faut pas avoir de blocage à le faire. Et sur les têtes en l'air, la conclusion est la même. En fait, ils sont têtes en l'air, ils ont juste oublié, entre guillemets, de bonne foi. En tout cas, on va leur laisser le bénéfice du doute. Mais pareil, au moment où on les relance, là, ils n'ont plus d'excuses. Donc, en fait, dans les 2 cas, il n'y a aucun problème. Et dans, je pense, 90% des cas, à peu près, ça va résoudre la situation et ça va ramener le cash à la maison. Donc, c'est hyper important. Clairement. Comment tu vois évoluer le métier de CFO ? On a un peu parlé de ce métier, de ces enjeux, des transformations qu'on est en train de vivre avec la digitalisation, l'IA, etc. Selon toi, qu'est-ce qui sera différent dans le métier de CFO dans 10 ans, dans 20 ans par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui ? Pour moi, là, c'est une transformation qui est déjà en cours. Et on en parlait un petit peu tout à l'heure, plutôt dans l'autre sens, c'est que toutes les personnes de l'équipe doivent s'approprier la culture financière et comprendre la culture financière et les finances d'une boîte. Mais de la même façon, aujourd'hui, les CFO se transforment pour ne pas être exclusivement des experts des chiffres et des experts financiers. Donc, aujourd'hui, le CFO parfait et le CFO de demain, il doit se transformer d'un expert des chiffres, un expert financier, à un réel stratège business, en fait. C'est lui qui va te collectivement, avec ton board, avec toi, avec tes équipes, te dire comment tu peux aussi développer ton produit, augmenter ton chiffre d'affaires, augmenter ta marge, mais en comprenant aussi complètement ce que tu fais et comment tu le marketes, comment tu le développes. Ça, c'est un bras droit de la direction générale, en fait, le CFO, aujourd'hui. Et à côté de ça, dans plutôt la partie vraiment hard skills, je pense qu'il va avoir de la gestion, de l'expertise en data. Aujourd'hui, il va avoir une somme de data, soit dans ton entreprise, soit d'autres entreprises que tu peux avoir publiquement, je veux dire, qui vont te permettre si tu les restitues bien, si tu les comprends bien, de prendre des décisions sur ton propre business beaucoup plus actif. Donc, je pense que il va avoir un shift aussi de l'expertise exclusivement financière Excel à quasiment de la data analyse. Et aussi comment automatiser beaucoup de process. Automatiser les process internes, les process externes, pour faire en sorte que l'humain se concentre sur la partie plutôt intellectuelle plutôt que sur la partie mécanique. J'appuie sur un bouton, je paye, je valide des champs, je rentre des champs. Donc comment automatiser en mettant les bons outils, en mettant les bons process dans chacune de ces boîtes, comment je conseille ces entreprises à gagner du temps, l'expertise et à faire en sorte quasiment que la fonction financière, je m'en soucie plus. Je pense que ça va être ça le CFO de demain. Ok. Pour finir, dernière question, c'est quoi les actus côté Libéo et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2025 ? Les actus côté Libéo, c'est une question qui est toujours bonne parce que ça te permet de prendre du recul. Et même si c'est le début de l'année, c'est toujours dur de mettre focus sur quelque chose.
une étape importante pour nous qui avons été une entreprise avec beaucoup de levées de fonds et qui a beaucoup investi pour se développer, c'est qu'on devient rentable au premier semestre 2025. Donc ça, c'est quelque chose de très chouette. Félicitations, grosse étape. Tu vois, on parle de finance, je réponds par la finance. Voilà, donc rentabilité cette année et même dès ce semestre. Donc ça, c'est très chouette pour nous. Ça permet de voir les choses de façon complètement différente plutôt qu'investir et courir après ton EBITDA négatif. Donc là, ça, c'est une très bonne nouvelle. Et après, des développements produits toujours très cool avec l'ajout de certaines fonctionnalités IA, on en parlait, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de ces agents AI pour t'aider dans la décision, pour te donner de l'information en permanence. Et donc ça, c'est un enjeu clé aussi chez nous. Et il y en a évidemment plein d'autres que vous allez découvrir bientôt. Trop bien, hâte de voir tout ça dans le produit prochainement. Merci beaucoup Jérémy, je pense qu'on a complètement joué le jeu et la promesse de ce podcast qui est de rentrer au maximum dans les détails, le concret, des expériences que tu as pu vivre dans ta carrière. Donc merci beaucoup de t'être livré. Je pense que nos auditeurs vont se régaler en t'écoutant. Et puis merci à tous de nous avoir écoutés. À bientôt. Au revoir.